Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire abracadabrantesque, sans mauvais jeu de mots, parce que je vais vous raconter pourquoi Disney n'a pas pu avoir Harry Potter dans ses parcs. Et pourtant, c'était parti pour. Oui, on devait avoir Harry Potter dans les parcs Disney. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira et comme d'habitude, que vous allez apprendre des choses. Alors Harry Potter, c'est bien sûr un énormissime succès et la première partie du land Harry Potter Hogsmeade ouvre en 2010 à Universal Studios. C'est un énorme succès. C'est la première fois qu'on a finalement un land qui est entièrement thématisé à ce point-là, comme ça, autour d'une licence, avec une attraction totalement novatrice. Vraiment, qui reste aujourd'hui l'une des attractions les plus exceptionnelles qu'on puisse trouver, que ce soit chez Universal ou chez Disney, Harry Potter and the Forbidden Journey, qui est vraiment l'une des meilleures attractions au monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà, Disney avait depuis longtemps essayé d'acquérir les droits d'Harry Potter. Il y a eu déjà un tout premier échec quant à l'achat des droits par rapport au bouquin. Donc Disney s'est fait rejeter. Et ensuite, au moment de la sortie des films, Disney décide de faire une offre à la Warner Bros. Qui là aussi résultera d'un second échec. Mais Disney va quand même essayer un petit peu plus tard. Alors, il faut comprendre un petit peu le contexte, c'est qu'en fait en décembre 2001 ouvre une exposition, une grande exposition sur Harry Potter, avec des décors, des audio animatroniques, etc. Et cette exposition a été updatée en fonction des films pour ajouter les nouveaux éléments des nouveaux films. Mais bien que le public en soit content, il y a eu aussi beaucoup de mécontentement et surtout peu de revisites. L'expérience était finalement juste une expérience comme ça d'une fois sans qu'il y ait de possibilité de revisite. Donc, du coup, l'exposition ferme en 2003 et la Warner Bros et J.K. Rowling essayent ensemble de trouver une solution pour faire quelque chose de plus ambitieux par rapport à l'expérience Harry Potter. Et ils décident de se tourner et de négocier donc avec Disney afin de proposer une meilleure expérience sur le monde d'Harry Potter. Et Disney dit oui, et Disney promet des choses gigantesques, absolument exceptionnelles. Disney promet monts et merveilles à J.K. Rowling. Sauf que la réalité va les rattraper parce que à l'époque, il ne faut pas oublier qu'au début des années 2000, la santé de l'entreprise est quand même au plus bas, notamment au niveau des parcs, avec des coupes budgétaires absolument drastiques partout et une très mauvaise gestion et décision de Michael Eisner. Donc, tout ça va vite les rattraper. En effet, le tout premier concept art présenté va représenter en fait une toute petite section du Magic Kingdom, plus ou moins à Fantasyland, on ne sait pas trop, c'est un petit peu bizarre, avec deux attractions dont une à la Buzz l'éclair et une rencontre améliorée avec un hippogriffe. Et ils osent présenter ça à J.K. Rowling après leur avoir dit que ce sera exceptionnel. Donc J.K. Rowling est absolument en colère et elle demande de revoir les plans immédiatement sous peine de partir. Alors Disney revoit les plans et J.K. Rowling a aussi des exigences, comme par exemple le fait d'avoir un village recréé, des attractions améliorées, d'avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent. Donc Disney recommence à peu près 3-4 fois avant d'avoir quelque chose qui va leur convenir, on va dire, chez Walt Disney Imagineering. Et en fait, le seul ajout qu'ils font, c'est que, bon, ils revoient la thématisation qui est quand même beaucoup plus poussée cette fois-ci. Sauf que le seul ajout notable, c'est des tasses de thé version choix pot magique. Donc imaginez les tasses d'Alice version choix pot. Et là, J.K. Rowling commence à comprendre qu'on se fout un petit peu d'elle. Donc, elle est très en colère. En plus, Disney, ayant un partenariat avec Coca, ils ne peuvent pas répondre à la demande de J.K. Rowling, qui était de ne pas mettre de Coca dans la zone Harry Potter, hein, puisqu'il fallait que des choses en lien avec Harry Potter, donc du jus de citrouille, de la bière au beurre, des choses comme ça. Et Disney n'a pas pu vraiment négocier avec Coca, parce que Coca représente vraiment un gros partenaire. Donc tout ça mis bout à bout et le foutage de gueule qu'ont créé les Imagineers, vraiment, c'était vraiment du foutage de gueule, eh bien J.K. Rowling décide de tout laisser tomber. Donc elle laisse tomber Disney en plan et le jour même, elle décide de se tourner vers Universal et de rencontrer le président d'Universal. Et ensemble, ils vont une nouvelle fois négocier. Et au final, J.K. Rowling est extrêmement surprise de l'ambition que leur promet Universal. Elle commence à avoir des plans
très intéressant et ces idées qu'elle avait commencent à se mettre en place et elle va pouvoir travailler main dans la main avec Universal pour créer ce qui est quand même une merveille dans le monde des parcs thématiques, la zone d'Harry Potter telle qu'on la connaît. Donc c'est en 2004 qu'elle signe les premiers contrats et l'aventure commence, et cela est acté en 2007 pour une ouverture prévue en 2010. Depuis, le chemin a continué sur cette lancée, hein, puisque il y a eu d'autres mondes d'Harry Potter qui ont ouvert, et puis à Orlando, en 2014, a ouvert la deuxième moitié d'Harry Potter, cette fois-ci basée sur le chemin de traverse, avec le train qui relie les deux zones, etc., etc., pour créer tout un monde extrêmement immersif, vraiment. C'est l'univers de J.K. Rowling, des livres, des films qu'on retrouve dans ces endroits-là. Alors, tout ceci a été véritablement un échec de la part de Disney qui n'a pas pu finalement répondre aux demandes et aux exigences de J.K. Rowling et de la Warner Bros. Euh, Ils ont été contraints de faire avec le peu de budget qu'ils avaient à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que Disney s'en mord les doigts parce que finalement, à ne pas avoir fait des efforts qui auraient, je pense, pu être faits tant sur le plan financier que sur le plan des partenariats, finalement Disney aurait eu tout à y gagner parce qu'aujourd'hui, eh bien, les lands Harry Potter représentent ce qui marche le mieux dans le monde des parcs à thème. Et tout ça a fait que finalement le combat entre Universal et Disney, c'est Harry Potter qui l'a lancé. Et si Disney avait eu Harry Potter, ils auraient été tranquilles vraiment pour, je pense, un certain nombre d'années. Et voilà, c'est pour ça que après on a eu des Cars et des Avatars et des Star Wars et des nouvelles attractions un petit peu révolutionnaires parce que il faut répondre à l'attaque d'Universal par rapport à Harry Potter. Et finalement, c'est un petit peu une malchance pour Disney. En tout cas, c'est un petit peu l'histoire qui se retourne contre eux, puisque voilà, aujourd'hui, ils sont obligés de pondre des lands comme Avatar, comme Star Wars, pour finalement corriger leurs erreurs et répondre, bien sûr, à la demande des visiteurs et être, disons, les mieux placés pour la bataille avec Universal, même si on peut dire que la concurrence est certes là, mais c'est plutôt une concurrence, on va dire, complémentaires, hein. Les parcs se complètent plutôt qu'autre chose. Mais voilà, pourquoi Disney aurait pu avoir Harry Potter et je pense que peut-être l'industrie du parc à thème aurait évolué autrement si Disney avait finalement eu les fameux Wizarding World. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris cette histoire un petit peu étrange entre Disney et J.K. Rowling. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu, et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, salut salut.